Vidéo un peu particulière aujourd'hui. Il y a une réflexion qui m'est venue depuis quelques semaines déjà et je pense que c'est aujourd'hui le moment de vous la partager. On va revenir sur certains événements qui ont eu lieu depuis quelques mois, depuis quelques années parfois, que je vais essayer de mettre en sens en vous proposant un concept qui à ce jour n'existe pas ou peu dans le débat public français, alors que je pense, moi, qu'il l'éclaire d'une lumière à la fois nouvelle et absolument accablante pour la présidence que nous avons aujourd'hui en France. L'événement qui justifie d'en parler aujourd'hui, c'est évidemment la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. C'était la semaine dernière, au moment où on parle, voilà, il dialogue, il organise des petites consultations. Moi, ce qui m'intéresse avec la nomination de Sébastien Lecornu, vous avez peut-être vu passer ces offs assez nombreux de macronistes qui disent, il faut avoir l'honnêteté de le dire, on a perdu les élections. On n'aura d'autre choix que de faire des concessions à la gauche. Au fond, c'est le nouveau Front populaire qui était arrivé en tête en 2024. C'est intéressant pourquoi ? D'une part, parce que ça légitime tout ce qu'on dit depuis 2024. Ça légitime ce que d'ailleurs certains macronistes disaient dès septembre 2024. Souvenez-vous de l'interview de Gérald Darmanin qu'on avait regardé ensemble sur cette chaîne, où Gérald Darmanin disait... La vérité, c'est que nous ne correspondions plus à ce que voulaient les gens. Et on ne peut pas gouverner sans les gens, on ne peut pas gouverner sans le peuple. Il dit ça après que Michel Barnier ait été nommé Premier ministre, c'est totalement fou. Mais donc, on a aujourd'hui la Macronie qui commence à admettre que, bah oui, ils ont perdu les élections. D'un côté, de plus en plus de macronistes admettent qu'ils ont perdu les élections. De l'autre, le président de la République nomme Premier ministre Sébastien Lecornu, c'est-à-dire qu'il renomme un macroniste en se disant simplement on va faire un peu plus de concessions au PS. Est-il légitime à le faire? Moi, ma réponse est non. Il n'était pas légitime à nommer Sébastien Lecornu, mais la question de la légitimité démocratique, c'est une question qui est controversée par définition. Est-ce légal? Oui, c'est légal. Emmanuel Macron, il avait le droit de nommer Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron, il avait le droit de nommer François Bayrou. Il avait le droit de nommer Michel Barnier, parce qu'il nomme qui il veut. Quand Emmanuel Macron a attendu 2 mois avant de nommer Michel Barnier, imposant à la France 2 mois de gouvernement d'affaires courantes, laissant traîner cette nomination, tout ça pour aboutir sur ce qui était l'option claire depuis le début. Il s'est offert sa pause olympique, il a décrété. Il avait le droit. La Constitution dit le président nomme le Premier ministre, présent de l'indicatif. En droit constitutionnel, le présent de l'indicatif vaut impératif, vaut obligation, mais la Constitution ne donne pas de délai. Donc Emmanuel Macron, il lit la Constitution, il dit attendez, il n'y a pas de délai, je fais ce que je veux, j'attends 2 mois. C'est légal. Et ça, c'est intéressant. Parce que en réalité, quand tu creuses un peu et que tu te ressouviens de tout ce qui s'est produit ces dernières années, tu te rends compte que c'est ce qu'a toujours fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a toujours été jusqu'au bout de ce que la loi l'autorise à faire, quand bien même cela revient à trahir sa parole, voire à trahir les traditions républicaines, voire à trahir clairement l'esprit de la loi. Emmanuel Macron va jusqu'au bout de ce que la loi lui autorise pour faire prévaloir sa volonté. Et vous allez voir, cette attitude-là, en sciences politiques, ça porte un nom. Et vous allez voir que ce nom, il est lourd de conséquences. On voit ça tout à l'heure. D'abord, je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez mesurer que réellement, il y a bien une tendance et une tendance lourde. J'avais pris l'engagement que vos propositions seraient transmises sans filtre. J'ai cru comprendre qu'on était beaucoup revenu sur ce sujet ces derniers temps. Emmanuel Macron réunit la Convention citoyenne pour le climat avec une promesse. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe. Si ce qui sort de la Convention, c'est un texte quasiment rédigé, précis, et qui peut être appliqué, il sera appliqué sans filtre. Sauf 3 jokers. La totalité de vos propositions, à l'exception de 3 d'entre elles. Mais ça, il l'ajoute après. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? La Convention citoyenne pour le climat fait 149 propositions qui correspondent exactement à ce que demandait Emmanuel Macron. Dans la loi qui va suivre, son gouvernement va tout affaiblir. Et ce qui est transmis aux parlementaires, c'est précisément avec le filtre présidentiel quand c'est transmis. Il y a eu, je crois, je cite de mémoire, 19 propositions en plus des 3 jokers qui n'ont même pas été transmises. Ils se sont purement et simplement assis dessus. Il piétine la parole donnée. Il piétine une institution créée par lui. Mais il a le droit. Est-ce que c'est légitime? Non, mais c'est légal. La loi autorise le gouvernement à proposer le projet de loi qu'il désire. C'était légal. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire.
Réforme des retraites de 2022-2023. Ce texte de loi, rejeté par les Français, rejeté par les syndicats, rejeté par la rue, rejeté par les parlementaires, passe en utilisant l'arme la plus brutale de la Constitution à l'égard du Parlement, c'est-à-dire le 49.3. Est-ce que c'est légitime? C'est nullement légitime, quelle que soit la définition que tu donnes de la légitimité populaire. Et qu'on ne me dise pas « oui, mais c'était dans le programme de Macron », Emmanuel Macron lui-même a dit au soir du second tour que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. J'ai conscience que ce vote m'oblige. Mais c'est légal. Il a exploité jusqu'au bout de ce que la Constitution lui autorisait à faire pour faire prévaloir sa propre parole. C'est légal. Je pourrais continuer longtemps, je pourrais vous reparler de Michel Barnier et de cette nomination où Emmanuel Macron s'assoit sur le résultat d'élections législatives. Il avait le droit, le président nomme qui il veut, c'est légal. Mais alors, j'aimerais qu'on revienne, parce que c'est peut-être finalement l'illustration la plus folle de tout cela. Pour la première fois sous la Ve République, une pétition citoyenne dépasse le 1 million de signatures. Elle demande l'abrogation de la loi du plomb qui prévoit entre autres la réintroduction d'un pesticide controversé. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi elle-même, de ses dispositions, celles qui ont été censurées. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la procédure à travers laquelle la loi du plomb a été adoptée à l'Assemblée nationale. Vous le savez, la loi du plomb, à la base, c'est une proposition de loi déposée par un sénateur. La loi est examinée à travers la procédure accélérée. Il va y avoir une lecture dans chaque assemblée seulement avant que la loi puisse être renvoyée en commission mixte paritaire, c'est-à-dire une instance à huis clos de négociation entre les députés et les sénateurs. Ça va être examiné vite et les parlementaires vont déjà avoir peu de voix au chapitre. La loi du plomb arrive à l'Assemblée nationale et tout d'un coup... On n'avait jamais vu un rapporteur qui présentait une motion de rejet sur son propre texte. La motion de rejet préalable est donc adoptée, la proposition de loi est rejetée. Une motion de rejet préalable déposée par le rapporteur de la loi lui-même, c'est-à-dire déposé par le groupe macroniste, celui-là même qui souhaitait l'adoption de la loi du plomb. La motion de rejet préalable, dans son esprit, vise à empêcher l'Assemblée nationale de débattre d'un texte dont elle ne doit pas débattre. Soit parce qu'il est manifestement contraire à la Constitution, soit parce qu'il fait manifestement doublon avec d'autres dispositions qui existent déjà dans la loi, soit parce qu'il est considéré comme totalement inutile, soit éventuellement parce qu'il est considéré comme totalement contraire à l'intérêt général. C'est ça la motion de rejet préalable. Là, la motion de rejet préalable a été adoptée non pas par les opposants au texte, qui auraient pu vouloir une motion de rejet préalable. La motion de rejet préalable a été adoptée par les partisans du texte pour empêcher l'Assemblée d'examiner le texte lui-même. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment où la motion de rejet préalable était examinée, le texte a beau être rejeté, il est quand même compté comme ayant été examiné dans l'hémicycle. Et donc tu évites tout l'examen des amendements. Le texte arrive en commission mixte paritaire dans la forme qu'il avait à la sortie du Sénat. Le Sénat qui lui-même était radicalement pour la loi du plomb. Si bien que la gauche, qui aurait pu faire entendre ses arguments dans l'hémicycle, qui aurait même pu faire adopter certains amendements, se retrouve en ultra minorité en commission mixte paritaire. Et c'est grâce à cette fourberie, ce détournement de procédure, que la loi du plomb a pu être adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat, telle qu'elle est sortie de la commission mixte paritaire dans une version qui était très favorable aux partisans du texte. La gauche n'a même pas pu défendre ses amendements. Elle n'a même pas pu faire valoir ses arguments. Le débat parlementaire a été contourné. Évidemment, la Macronie justifie ça en disant « Ouais, mais ils ont fait de l'obstruction. 2000 amendements, c'est pas de l'obstruction. » Ah, c'est un peu pénible. Ah bah, le débat parlementaire, il est un peu pénible. Ah bah, c'est sûr que quand tu dois défendre ta position, oui, c'est un peu long, c'est pénible. Mais ça s'appelle la démocratie, les amis. Hein. C'est pire que le 49.3. Parce que le 49.3 nécessite que tu survives à une motion de censure derrière. Là, on détourne une procédure pour empêcher les députés de l'opposition de présenter le moindre amendement, le moindre argument. C'est totalement illégitime, mais c'est légal. J'espère vous avoir convaincu que c'est bien une tendance lourde de la Macronie. Emmanuel Macron et ses gouvernements n'ont jamais hésité, tout au long de ces 8 dernières années, à utiliser jusqu'à la dernière virgule de la loi pour faire prévaloir leur volonté, quitte à aller contre la volonté populaire, la réforme des retraites, quitte à aller contre la volonté
parlementaire, l'abrogation de la réforme des retraites, quitte même à aller contre l'esprit de la loi du plomb, la nomination des différents premiers ministres. C'est une manière d'utiliser la loi à son propre profit pour faire triompher sa propre volonté contre celle du peuple. Ce comportement-là, il a été bien décrit et bien analysé dans un livre important, How Democracies Die. Traduction française, La mort des démocraties, ce qui évidemment est une très mauvaise traduction française. C'est un livre qui a été écrit par Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, deux chercheurs en sciences politiques de l'université de Harvard. Ils sont très respectés. Ce livre, How Democracies Die, ça fait partie des livres qui ont eu un impact immense sur le débat politique anglo-saxon. Il a été écrit pendant le premier mandat de Donald Trump. Et il a été écrit comme un cri d'alerte de ces deux chercheurs qui disent « Attention, une démocratie peut mourir dévorée de l'intérieur et peut glisser vers l'autoritarisme sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on parvienne à y faire échec. » Comment est-ce que Levitsky et Ziblatt argumentent cette position? Ils étudient sous la forme d'une comparaison internationale de nombreux pays dans le monde où une démocratie a basculé, ou sinon basculer, du moins glisser vers une forme ou une autre de l'autoritarisme. Et ce qui les intéresse, c'est d'identifier qu'est-ce qui fait que certaines démocraties se laissent corrompre de l'intérieur par la tentation autoritaire et que d'autres démocraties y résistent. Et ils identifient, et c'est ça qui est passionnant, deux garde-fous internes de la démocratie. Je vais me concentrer sur l'un des deux qui en fait est je crois, le plus important. C'est ce qu'ils appellent la retenue institutionnelle. Pour Levitsky et Ziblatt, la meilleure manière de garantir qu'une démocratie ne bascule pas dans l'autoritarisme ou ne prépare pas son basculement futur dans l'autoritarisme, c'est que les gouvernants acceptent de respecter la retenue institutionnelle. Qu'est-ce que c'est la retenue institutionnelle? C'est très simple. C'est tout simplement le fait que les gouvernants admettent qu'ils ne doivent pas aller jusqu'au bout de la dernière virgule de ce que la loi les autorise à faire pour faire prévaloir leur opinion. À l'inverse, Levitsky et Ziblatt identifient comme une menace pour la démocratie ce qu'ils appellent le brutalisme constitutionnel. C'est précisément le moment où un chef d'État va utiliser toutes les armes institutionnelles à sa disposition, quitte à trahir l'esprit de la loi pour faire prévaloir sa volonté. Le brutalisme constitutionnel, c'est précisément, exactement, à la virgule près, ce que fait Emmanuel Macron depuis 2017. Levitsky et Ziblatt, c'est exactement cela qu'ils identifient comme la pente qui entraîne une démocratie vers l'autoritarisme. Pas forcément pendant le mandat en question, ce sont les successeurs qui eux pourront le faire. Et comme je vous le dis systématiquement, que deviendra la France en cas d'élection d'un président ou d'une présidente dont le penchant autoritaire est manifeste? J'attends d'avoir les pleins pouvoirs alors. Si Bruno Retailleau commençait à faire voter des motions de rejet préalables systématiquement pour que l'Assemblée nationale devienne littéralement une coquille vide, nous nous étranglerions, nous dirions « mais c'est scandaleux !» Il répondrait « Emmanuel Macron l'a fait. Vous n'avez pas hurlé tant que ça quand Emmanuel Macron l'a fait. Pourquoi j'aurais pas le droit de le faire ?» Jusqu'à ce que, bien sûr, l'Assemblée nationale ne puisse même plus se réunir. C'est ce que décrivent Levitsky et Ziblatt. C'est une pente dont on sait où elle commence, mais on ne sait pas jusqu'où elle nous emmène. La majorité sortante, elle a perdu cette élection. Mais personne n'a gagné. Bien sûr, une fois qu'on a dit ça, il reste une dernière question à trancher, c'est comment en est-on arrivé là? Comment Emmanuel Macron a-t-il pu à ce point-là malmener nos institutions, malmener l'esprit de la loi, sans qu'il ait eu à en subir les conséquences? La réponse ne surprendra personne. La réponse est à trouver évidemment dans la démultiplication des mensonges. J'ai tenté de démontrer combien est-ce que la parole publique s'était laissée gagner par les mensonges, combien est-ce que la communication gouvernementale était tissée de contre-vérités, comment est-ce qu'on était passé d'une ère où le mensonge était l'exception honteuse à ce que nous vivons en France depuis maintenant 8 ans, c'est-à-dire des mensonges qui ont essaimé, qui se sont démultipliés dans la parole officielle. Comment nous autres pouvons-nous forger un avis éclairé et critique sur les problèmes publics quand le gouvernement ment nuit et jour, quand il biaise le débat public? Et encore une fois, je pense l'avoir démontré tout au long des mois et des années qui ont passé. Un monde dans lequel le gouvernement se permet de communiquer en contredisant le réel les yeux dans les yeux, c'est un monde où tout peut se produire. Ce point de rupture-là, au-delà duquel la démocratie cesse d'être démocratique, eh bien, c'est ce que j'ai voulu étudier dans mon prochain livre. Ça s'appelle Logocratie. Gérard Depardieu, il rend fier la L'état de droit, ça n'est pas intangible, ni sacré. J'entends le mot violence policière, et personnellement je m'étouffe.
Et donc, à bas le voile, bien sûr. Il faut se préparer, très jeune. Jamais entendu parler de faits de violence. La majorité sortante, elle a perdu cette élection. Mais personne n'a gagné. Le concept de logocratie, c'est celui que je propose pour penser justement ce moment où les institutions démocratiques demeurent, mais où tout l'esprit de la démocratie a disparu. Et où ne subsiste plus que, non pas le pouvoir au peuple, le kratos au démos, mais ne subsiste plus que le pouvoir à ceux qui se sont emparés de la parole et qui, s'étant emparés de la parole, peuvent se permettre de remodeler le réel à leur désir. Le moment où le kratos appartient au logos, le moment où nous basculons dans une logocratie. C'est ce point de bascule que j'ai étudié, c'est cette hypothèse que je souhaite soutenir, essayer de vous montrer comment est-ce que, certes, les institutions démocratiques ont subsisté, mais tout l'esprit de la démocratie a disparu. Ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de penser cet entre-deux dans lequel nous sommes, qui n'est peut-être pas encore une dictature ni même un autoritarisme, mais qui n'est assurément déjà plus une démocratie. Si depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs années sans doute, vous vous sentez pris d'un malaise au regard du débat public, d'un malaise au regard de l'actualité, si vous avez cette impression diffuse que quelque chose ne va pas sans pouvoir dire pourquoi, si vous avez cette sensation diffuse que le peuple, les citoyennes et les citoyens ne sont plus entendus sans pour autant pouvoir mettre la main, mettre le doigt sur quelque chose qui est franchement changé. Si depuis des années et des années, vous avez du mal à penser cet entre-deux dans lequel nous avons basculé qui n'a pas de nom, eh bien, ce livre apportera peut-être la réponse. Peut-être vous convaincra-t-il que nous ne sommes pas encore en dictature, nous ne sommes déjà plus en démocratie, nous avons basculé en logocratie. Ça sort le 10 octobre prochain, c'est publié aux éditions du Seuil en précommande dès maintenant chez toutes vos bonnes librairies. J'espère que ce livre vous plaira. J'y ai mis énormément de moi-même, c'est 1 an et demi de travail et de réflexion, 3 mois d'écriture, 300 pages de texte, j'y ai mis beaucoup de moi. J'espère que ça vous intéressera, j'espère que le livre vous convaincra et j'espère que peut-être il nous aidera collectivement, citoyennes et citoyens, à penser ce qui nous arrive.